Sonobook présente Les dictateurs de Jacques Bainville de l'Académie française. Lu par Victor Vestia. Au lecteur. La dictature est comme beaucoup de choses. Elle peut être la meilleure ou la pire des formes de gouvernement. Il y a d'excellentes dictatures, il y en a de détestables. Bonnes ou mauvaises, il arrive d'ailleurs le plus souvent qu'elles soient imposées par les circonstances. Alors, les intéressés ne choisissent plus, ils subissent. Il est particulièrement recommandable au peuple de ne pas tomber dans une situation telle qu'il n'ait plus qu'à subir, et peut-être cette vue rapide et cavalière de l'histoire des dictateurs à travers les âges ne sera-t-elle pas inutile aux Français dans les conjonctures présentes. Septembre 1935. Introduction. Nous croyons toujours que tout est nouveau, alors que nous refaisons les expériences que les hommes des autres siècles ont faites et que nous repassons par les mêmes chemins qu'eux. Les dictatures contemporaines ont paru au lendemain du jour où le président Wilson avait dit « Rendez le monde sûr pour la démocratie ». On répétait partout que la victoire des Alliés était celle du principe démocratique sous toutes ses formes. 3 empires s'étaient écroulés dans un grand fracas de trônes. La monarchie, le pouvoir d'un seul, semblait un système condamné. Quelle apparence y avait-il que le pouvoir personnel dût renaître? Au premier dictateur qui se présenta, on fut incrédule. À peine lui accorda-t-on quelques jours de règne, et en France, un homme politique eut l'imprudence de le traiter du haut de la tribune de César de Carnaval. Puis quand la mode se répandit, on se plut à penser que si c'était une épidémie, elle s'arrêterait aux portes des grands États, de ceux qui avaient une tradition libérale, des partis de gauche bien constitués. De même, on n'ignorait pas ce que c'était que l'inflation et la monnaie avariée, mais on les regardait comme une plaie réservée à des peuples pauvres, primitifs ou très mal administrés. On n'admettait pas que des pays riches, pourvus d'une véritable organisation financière, fussent atteints par cette sorte de pourriture d'hôpital. Tout cela s'est trouvé faux. La monnaie est tombée malade même là où elle avait la réputation de tout défier. Des dictatures ont surgi aux endroits où elles étaient jugées invraisemblables. Elles se sont implantées solidement, alors que pendant longtemps, les dictateurs, lorsqu'ils étaient encore de simples agitateurs, n'avaient même pas été pris au sérieux. D'ailleurs, ce n'est pas au hasard que nous rapprochons le mal monétaire de l'établissement des régimes d'autorité. L'un précède et engendre souvent l'autre, parce qu'il est pour les foules le signe le plus sensible du désordre. C'est même une des raisons qui font que la dictature n'a pas des causes uniformes. Elle peut être une réaction de défense contre l'anarchie et la ruine, et contre les effets de la démocratie portés à sa dernière conséquence, qui est le socialisme ou le communisme. Elle peut être, au contraire, pour la démocratie égalitaire et anticapitaliste, le moyen de vaincre les forces qui lui résistent et de s'imposer. Il y a donc des dictatures diverses. Il y en a pour tout le monde et un peu pour tous les goûts. Ceux qui en rejettent l'idée avec horreur s'en accommoderaient très bien et souvent s'y acheminent sans s'en douter. Ceux qui la désirent seraient parfois bien déçus si elle triomphait. Qu'on l'appelle ou qu'on la déteste, il est donc essentiel de la connaître avec les visages divers qu'elle a pris au cours de l'histoire, puis de nos jours, dans des pays si nombreux et si éloignés les uns des autres qu'on aurait probablement tort de n'y voir qu'une sorte de vogue quand elle est l'effet d'une loi ou d'une nécessité. Le monde antique, la Grèce et ses tyrans. La Grèce, mère de notre civilisation, a tout connu, si elle n'a pas tout inventé.
On lui fait gloire d'avoir engendré l'idée républicaine. C'est vrai. Il ne faut pas non plus méconnaître qu'elle a pratiqué la dictature sous le nom de tyrannie, qui a pris un sens fâcheux. Pendant des centaines d'années, la vie publique fut inexistante en Grèce. Peuple de pasteurs, ses habitants étaient groupés par famille sous l'autorité du père, à la fois chef et grand prêtre. L'autel des ancêtres en était le centre et leur religion le lien. Il est impossible de préciser la date où, sous diverses influences, dont la plus forte fut le besoin de se défendre contre certains voisins, ces familles, qui comprenaient des centaines de personnes, commencèrent à s'unir entre elles. Cette union, le premier essai de société, fut nommée fratrie. De l'association de plusieurs fratries naquit la tribu, et de celle de plusieurs tribus, la cité, qui désignait à la fois la communauté des citoyens et le lieu plus ou moins construit, plus ou moins défendu, qui leur servait d'abri, de point de réunion, de refuge. Dans la famille, l'autorité appartenait exclusivement au père. Dans la fratrie, les chefs de famille ou patriciens l'exerçaient par roulement, offrant tour à tour les sacrifices aux nouveaux dieux que l'on avait adoptés d'un commun accord et qui n'étaient point les dieux domestiques de chacune des familles. La transformation des fratries en tribus entraîna un nouvel élargissement de l'idée religieuse, et les membres des fratries se trouvèrent dans l'obligation de concevoir une divinité nouvelle, supérieure à leur divinité domestique, et dont la protection devait s'étendre au groupe entier. Rien n'existait de commun entre les membres de la tribu, puis de la cité, que cette communauté de croyances. Le chef de famille, l'ancêtre, restait le maître et le juge des siens, disposé du droit de récompenser, de punir, et nul n'aurait songé à le lui contester. Le gouvernement de la cité était exercé par l'ensemble des chefs de famille, qui se réunissaient lorsqu'il s'agissait d'émettre un avis intéressant la collectivité. C'était donc un gouvernement aristocratique et dérivé de l'idée religieuse. Peu à peu, les patriciens déléguèrent aux plus anciens d'entre eux le pouvoir d'offrir les sacrifices aux dieux communs que les tribus s'étaient donnés. Ce fut le premier roi. Mais son autorité tenait à la religion seule et ne s'étendait pas aux autres questions. Pour tout ce qui concernait la cité, l'assentiment des chefs de famille était indispensable. Le roi ne pouvait agir sans être d'accord avec eux, et quand cet accord n'intervenait pas, comme il n'avait pas le moyen d'imposer son avis, il devait s'incliner. Ce système dura aussi longtemps que le roi s'en accommoda. Un jour, il s'en trouva un qui eut l'idée et l'audace de rassembler sous ses ordres tous ceux qui dans la cité ne faisaient pas partie d'une famille, d'une fratrie, d'une tribu. Mécontents, vagabonds, étrangers et fils d'étrangers constituant la plèbe et qui n'étant rien, ne pouvant rien être, aspiraient à devenir quelque chose. Ce roi se donna ainsi une force indépendante, un moyen de pression sur les tribus et fut, en fait, le premier dictateur. Sa postérité fut nombreuse. La formation de la société grecque s'opéra à coups de révolutions dirigées, les unes par les rois contre l'aristocratie, d'autres par l'aristocratie contre le pouvoir royal. Les dernières, enfin, par la plèbe qui voyait dans la monarchie un premier protecteur contre la suprématie des patriciens. C'est vers le 8e siècle, avant notre ère, que la société grecque cessa d'être exclusivement agricole, et qu'à la suite des expéditions entreprises sur toutes les côtes de la Méditerranée, le commerce et l'industrie se développèrent suffisamment pour influer sur les mœurs. Le règne de la monnaie commença, apportant, avec le goût de la spéculation, des possibilités d'émancipation à la partie la plus aventureuse et la plus intelligente de la plèbe, qui allait constituer, en acquérant peu à peu les biens de la fortune, cette classe intermédiaire qu'on appelle
la bourgeoisie. Cette première forme du progrès matériel n'engendra pas la concorde universelle. Au contraire, l'aristocratie en profita naturellement dans la mesure même où sa puissance lui avait permis d'accaparer dès l'abord une grande part des ressources de revenus, mines, exploitation de forêts, construction maritime, exportation de céréales et de bétail. Il se formait aussi une bourgeoisie industrieuse et habile, qui retirait des bénéfices du nouvel état de choses et qui souffrait d'être éloignée du pouvoir. Enfin, la plèbe, quoique profitant sans s'en douter du capitalisme naissant, se mit à haïr les riches, d'autant plus que le respect religieux, si favorable à la puissance des patriciens, s'en allait. C'est dans la plèbe que se trouvèrent les premiers soldats de la lutte des classes qui déchira atrocement les cités grecques pendant des siècles. Elle se poursuivit avec une férocité incroyable. À Mégare, ville où la guerre sociale avait été aussi longue que sanglante, le poète Théognis, poète ou plutôt publiciste du parti aristocratique vaincu, parlait avec haine de ces plébéiens qui, naguère étrangers à tout droit et à toute loi, usaient sur leurs flancs des peaux de chèvre et pâturaient hors des murs comme des cerfs. Il rêvait d'écraser du talon cette populace sans cervelle, et terminait par ce cri « Ah, puissais-je boire leur sang !» Les deux partis adverses, les riches et les pauvres, burent en effet leur sang pendant des luttes inexpiables. Ces luttes atteignirent des proportions telles qu'il n'était pas rare que les partis aux trois quarts épuisés s'entendissent pour confier à un arbitre le soin de régler leurs différends, avant qu'ils se fussent entièrement exterminés. Investi de pouvoirs extraordinaires, le conciliateur disposait de toute la puissance publique jusqu'à l'achèvement de sa tâche. Après quoi, l'État sauvé, il n'avait plus qu'à rentrer dans la vie privée. On sent déjà poindre ici le dictateur. D'autres fois, sentant venir l'orage, les deux partis s'en remettaient par avance à un tiers connu pour sa vertu, pour sa sagesse et son indépendance, et le chargeaient de promulguer des lois. C'est ainsi qu'on eut des figures de législateurs à moitié mystiques comme Lycurgue. Ce que nous savons du fameux donneur de loi de Sparte laisse entrevoir un chef communiste et nationaliste. Son brouet noir ressemble fort à la soupe au millet de Moscou. Et s'il n'ordonnait pas la stérilisation, c'était faute d'en connaître la méthode puisqu'il faisait noyer les enfants malvenus. La Grèce eut ainsi une catégorie de dictateurs du genre bonhomme et légendaire. C'est à celle-là qu'appartint le célèbre Solon, dont l'Antiquité, à vrai dire, semble avoir beaucoup embelli la mémoire. Solon. Après la conquête de Salamine sur les Mégariens, à laquelle le peuple d'Athènes avait fortement contribué, celui-ci désira recevoir en compensation certains droits politiques. Dès l'abord, les patriciens ne semblèrent pas disposés à les lui accorder. Mais comme la colère grondait, ils prirent peur et recoururent à la formule transactionnelle. D'un commun accord, Solon, qui inspirait confiance, fut chargé de réformer l'État et de donner une constitution à Athènes. Il intervint à la manière de Gaston Doumergue après le 6 février. Sage comme lui, Solon travailla consciencieusement, réforma le droit civil et le droit pénal, apporta de sensibles améliorations au sort des malheureux et ne satisfit personne, ayant déplu aux pauvres en raison des privilèges qu'il avait laissés à l'aristocratie et aux riches, en raison de ce qu'il avait accordé à la plèbe. Découragé, mais prudent, Solon partit pour un voyage qu'il fit durer 10 ans. Nous dirions qu'il était retourné à Tournefeuille. Ainsi cette dictature, une des premières dont on connaisse à peu près les détails, se terminait par un échec, le dictateur ayant, par goût ou par nécessité, ménagé tout le monde.
Il ne restait qu'à recommencer l'expérience, aucun des deux partis ne renonçant au désir de s'imposer à l'autre. Pisistrate et les Pisistratides. Grâce à Pisistrate, ce fut la plèbe qui l'emporta. Nous avons, avec lui, le premier exemple connu d'un dictateur agissant par la force, l'autorité, et s'en servant au nom du peuple contre l'aristocratie. Ce nouveau dictateur ne ressemblait pas à Solon. Le bien de la chose publique lui était indifférent, et c'est en flattant les plus bas instincts de la multitude qu'il réussit à s'emparer du pouvoir. Ayant rassemblé une troupe de solides gaillards, il les arma de massues et se retira avec eux sur l'acropole qui commandait ainsi la ville. Il avait fait sa marche sur Athènes. Au contraire de Solon, il appuya son pouvoir sur la violence. La tyrannie était fondée. Ce nom de tyran n'eut rien d'élabore, de flétrissant, et signifiait simplement « maître ». C'était le chef, choisi à défaut du roi, car en Grèce comme à Rome, les vieilles royautés furent abattues par les patriciens, tandis qu'elles avaient été soutenues et furent toujours vaguement regrettées par la foule. C'est par la propagande des écrivains, presque tous attachés au parti aristocratique, que le nom de tyran a pris un sens odieux. Peu à peu, tyrannie devint synonyme de puissance personnelle, exercée férocement hors de tout contrôle et de toute loi. Les tyrans s'appuyaient toujours sur le peuple. Jamais aucun d'eux ne prit la tête d'un mouvement aristocratique. Leurs efforts tendirent à réduire les privilèges de la haute classe au profit de la multitude. La tyrannie, qui était en réalité une dictature, était l'instrument de la démocratie, tandis que les aristocrates représentaient et défendaient la cause de la liberté. La mauvaise réputation des tyrans de guerre de classe était méritée. Elle leur a été faite par les grands et par les riches qu'ils cherchaient à écraser. C'étaient des niveleurs et des coupe-têtes. C'est ce qu'illustre une anecdote bien connue, répétée en grec et en latin sous des formes diverses. Le tyran de Corinthe demandait un jour au tyran de Milet des conseils sur le gouvernement. Pour toute réponse, le tyran de Milet coupa les épis de blé qui dépassaient les autres. Pisistrate exerça le pouvoir pendant 30 ans, grâce à son armée de mercenaires qui était en réalité ce que les chemises noires ou brunes sont pour Mussolini et Hitler. Il écrasa les citoyens des premières classes pour subvenir aux dépenses publiques, accrues par des largesses démagogiques. Fêtes religieuses et divertissements populaires prirent une place considérable dans la vie publique. Des guerres extérieures agrandirent le domaine d'Athènes. Le peuple se tenait pour satisfait, et quand Pisistrate mourut, il le regretta. Ses fils, Hipparque et Hippias, lui succédèrent, mais ne gouvernèrent pas avec la même habileté. Leurs ennemis se reprirent, et un complot tramé par de jeunes aristocrates aboutit à la mort d'Hipparque, frappé par Harmodius et Aristogiton. Ces illustres héros de la République et de la liberté, chantés en prose et en vers de nos jours même par les républicains, étaient en réalité de la jeunesse dorée. La dictature des Pisistratides avait duré 50 ans. Dès qu'elle cessa, le désordre recommença. La plèbe se chargeait de rappeler son existence par des émeutes dirigées contre les patriciens. Ainsi, de coup d'État en coup d'État, Athènes s'acheminait vers la forme démocratique pure. Ce ne devait pas être pour y rester longtemps. Il n'y avait de trêve à la lutte des classes que lorsqu'un péril extérieur obligeait tous les Athéniens à s'unir momentanément pour résister aux barbares. Mais dès que l'envahisseur s'éloignait, la discorde renaissait. Personne n'était alors à l'abri des vengeances exercées par la faction toute puissante. Miltiade, le vainqueur de Marathon, mourut dans les fers.
Thémistocle, qui à Salamine avait sauvé la Grèce, fut condamné à mort et ne trouva de salut que dans la fuite. Le spectacle que donnait la démocratie athénienne n'était pas beau. À la vérité, elle n'avait jamais considéré la dictature que comme une machine de guerre sociale et la tyrannie comme la sienne. Et pourtant, c'était la Grèce, et elle produisit le miracle grec. Ce fut le gouvernement de Périclès. Périclès ou le dictateur artiste. Sous Périclès, les différences sociales ont disparu, sauf l'esclavage, naturellement. Tous les citoyens athéniens sont égaux, en droit, pourvu qu'ils soient bien citoyens d'Athènes. Leur constitution, dont ils sont très fiers, décrète entre eux une égalité absolue. Et Thucydide rapporte que c'est le mérite bien plus que la classe qui ferait la voie des honneurs publics. Nul, s'il est capable de servir la cité, n'en est empêché par la pauvreté ou par l'obscurité de sa condition. Ce souci de l'égalité inspire la législation sociale. En principe, tout cela est magnifique. Des mesures sont prises pour que les pauvres puissent exercer leurs droits civiques, car il reste bien entendu des riches et des pauvres. L'État se doit de remédier dans la plus large mesure aux inégalités de la fortune, sans que toutefois ce qu'il accorde aux déshérités grève par trop la part des possédants. De grands travaux d'embellissement, financés par ceux-ci, permettent d'occuper les citoyens qui ne possèdent pas de terre et n'ont pas les moyens de s'enrichir par le négoce. Puis, comme il faut distraire la populace, fêtes et jeux lui sont offerts par les jeunes gens oisifs de la classe aisée. Telle est la loi. On peut dire que c'était une loi idéale. Elle semblait admirable de loin. Mais pour l'appliquer, il fallait aux magistrats élus beaucoup d'intelligence politique, d'habileté et de souplesse. En réalité, cette belle constitution ne fonctionna bien que grâce à un dictateur à peu près unique en son genre, un dictateur artiste et élégant, Périclès. D'ailleurs, il n'échappait pas à la règle. Il s'était élevé par la démagogie. Bien qu'il fût de haute naissance, il était à 26 ans devenu le chef du parti populaire que personne n'avait su flatter comme lui. Ses premiers actes furent pour anéantir l'opposition aristocratique. Après quoi, il gouverna, et son gouvernement a laissé dans l'histoire la trace la plus brillante. Doué d'une intelligence exceptionnelle et des dons politiques les plus rares, il réussit à s'imposer au peuple sans jamais rien céder sur ce qu'il regardait comme essentiel au bien de l'État. D'une élégance si séduisante qu'un poète disait que la persuasion habite sur ses lèvres, il sait de quel empire il dispose sur son auditoire et ne dépasse jamais la mesure que le peuple grec, le plus susceptible de tous, était capable de supporter. Netteté dans la pensée, poésie dans l'expression, force dans la dialectique, intégrité absolue, désintéressement parfait, mépris de la flatterie, finesse, connaissance des hommes, très vif sentiment enfin de la grandeur et de la mission d'Athènes, telles étaient les qualités que lui reconnaissaient ses concitoyens et qui lui permirent de se maintenir au pouvoir pendant plus de 30 ans. Son habileté consista à persuader le peuple qu'il se gouvernait lui-même, alors qu'en réalité, ce qui lui était proposé avait été soigneusement filtré et dépouillé de tout ce qui pouvait ranimer les rivalités anciennes. Néanmoins, malgré cette sagesse, ces dernières années ne furent pas sans connaître quelques tempêtes. En dépit de tout ce qu'il leur avait apporté, les Athéniens se fatiguèrent à la longue et prêtèrent l'oreille aux démagogues qui désiraient remplacer le grand homme. Tout fut bon pour le perdre. Accusation d'asservir la démocratie au pouvoir absolu, de protéger les philosophes qui battaient en brèche les vieilles croyances religieuses et, argument bien propre à émouvoir la multitude,
on l'accusa d'avoir consacré au service de l'État des sommes qui eussent pu améliorer la condition du peuple. Mais sa position était si forte, les services qu'il avait rendus si éclatants, que ses ennemis n'osèrent pas l'attaquer personnellement dès l'abord et préférèrent l'atteindre à travers les siens. Aspasie, sa maîtresse, Phidias, son ami, et le philosophe Anaxagore, son inspirateur de toujours, furent injuriés, poursuivis et traduits en justice. Phidias mourut en prison, et Anaxagore dut s'enfuir. Périclès allait succomber à son tour, quand une menace extérieure survint, à point pour le sauver. Non seulement il ne fit rien pour éviter la guerre avec Sparte, mais il la précipita comme le plus sûr moyen de reconquérir toute son autorité. Ainsi, ce sage en était réduit à rechercher la plus dangereuse des diversions pour conserver le pouvoir. Autant sans doute pour sa satisfaction personnelle que pour épargner à sa patrie les déchirements qu'il prévoyait. Aussitôt la guerre déclarée, il agit en véritable dictateur, en maître absolu, suspendant toutes les garanties constitutionnelles, imposant ses vues sans souci des protestations qui, malgré le danger, se déchaînaient. La victoire l'eût justifié, la défaite le perdit, et plus encore la peste, qui se déclara dans Athènes, où elle fit d'immenses ravages. Périclès n'y était pour rien. Tout au plus pouvait-on lui reprocher d'avoir rassemblé à l'intérieur de la ville la population d'alentour. Mais le prétexte suffit. Périclès durait depuis trop longtemps. La foule où se confondaient pauvres et riches exigeait un changement à tout prix. Mis en accusation, le dictateur fut condamné à l'amende et n'évita que tout juste une condamnation à mort. Il mourut l'année suivante, ayant eu l'amère satisfaction de voir triompher sa doctrine militaire et d'être rappelé au pouvoir par ceux-là même qui l'avaient renversé un an auparavant. Ainsi s'achevait la plus célèbre dictature de l'Antiquité grecque et l'une des plus remarquables de tous les temps. Grâce au don inimitable du dictateur, elle avait porté des fruits magnifiques, mais elle ne s'en achevait pas moins par une guerre qui allait ruiner la domination athénienne. Rome. Ce que nous savons des temps à demi légendaires de la primitive histoire romaine montre une évolution semblable à celle des cités grecques. La vieille royauté fut renversée par l'aristocratie et regrettée par la plèbe. Aristocratique, le Sénat redoutait toujours qu'un homme populaire ne s'élevât et ne devînt le maître. Toutefois, la sagesse pratique des vieux Romains tendait à corriger les défauts de la République par l'autorité. Au contraire de la tyrannie grecque, qui fut toujours extralégale et ne s'exerça que contre une catégorie de citoyens, la dictature romaine était prévue par la loi au nom du salut public. Elle était proclamée lorsqu'un grave péril, invasion, guerre civile ou sédition militaire, mettait en danger la chose publique. D'une durée limitée à 6 mois, elle ne visait qu'à permettre au pouvoir de prendre les mesures nécessaires au salut public sans souci de ceux qu'elle pouvait gêner. D'où la fameuse devise « que le salut public soit la loi suprême ». Le dictateur, dans la République romaine, n'était pas choisi au hasard, ni désigné par le suffrage, mais investi par les consuls qu'il devait remplacer. Le Sénat, cependant, pouvait présenter un candidat, et l'usage de ce droit passa bientôt à l'état de coutume. L'autorité du dictateur provisoire était absolue. Il jouissait, dans leur plénitude, de tous les pouvoirs, législatifs, militaires, administratifs, exécutifs, avec une seule restriction de nature financière, l'argent dont il avait besoin devait être demandé au Sénat. En échange, et à la différence de ce qui se passait à Athènes,
Aucune accusation, quelle qu'elle fût, ne pouvait être portée contre lui lorsqu'il était rentré dans le rang des citoyens. Ainsi l'avait voulu la raison romaine, pour assurer sa liberté absolue de décision et d'action. Telle était la fonction dictatoriale dont furent investis, entre autres, Cincinnatus et Fabius Maximus. Elle résista aussi longtemps que Rome demeura la ville militaire par excellence, et que le peuple romain sut s'imposer la discipline nécessaire pour vaincre ses ennemis, carthaginois et orientaux. Mais après les grandes conquêtes, la pureté des mœurs se perdit. L'habitude du luxe, l'excès des richesses, les ambitions personnelles et les rivalités des généraux vainqueurs, appuyés chacun par les armées qu'ils ramenaient chargées de lauriers et de dépouilles, entraînèrent une autre forme de dictature, celle de la guerre civile. La lutte pour la conquête du pouvoir se déchaîna avec la même violence et la même férocité que dans les cités grecques. L'antique législation se trouva impuissante à y porter remède, et l'on peut dire que c'est au moment où disparaissait la forme légale des dictatures qu'elles apparurent à Rome pour remplacer finalement, après de longues luttes, la république sénatoriale par la monarchie impériale. 4 noms dominent cette phase de transformation: Marius, Sylla, Pompée, César. Marius. Caius Marius, issu du peuple, était un soldat de fortune. Parvenu à un grade équivalent à celui de colonel, et qui ne pouvait être dépassé par qui n'avait pas exercé de hautes fonctions civiles, il intrigua pour être élu tribun de la plèbe. Il le fut, grâce à l'appui que lui donnèrent secrètement les patriciens qui misaient alors sur lui et qui ne tardèrent pas à le regretter. Premier exemple, et qui ne devait pas être le dernier, d'un faux calcul des conservateurs. Cette élection ouvrait à son ambition une carrière illimitée. Successivement édile et préteur, Marius fut enfin choisi pour commander, sous Métellus, l'armée envoyée en Afrique combattre Jugurtha. Marius quitta Rome, heureux de l'occasion d'établir une réputation militaire dont il espérait qu'elle lui permettrait d'accéder au poste suprême du consulat. Les événements ne déçurent point son attente. Il défit Jugurtha et, malgré l'opposition aristocratique, effrayé de son ascension trop rapide, fut élu consul. Cette opposition avait irrité Marius, qui se rejeta vers le Parti populaire, flatté mais un peu inquiet des volte-face déjà nombreuses de l'éloquent général. La première réforme qu'il opéra, démagogique au premier chef, fut d'ouvrir l'accès de l'armée aux plébéiens et de leur permettre de s'engager pour 16 ans. Ainsi, tout en augmentant les forces de la ville, il se donnait une armée personnelle sur laquelle il savait pouvoir compter. C'est toujours le système des chemises noires ou brunes. Aux parias, aux aventuriers et aux chômeurs, il offrait, outre une condition sociale et le prestige de l'uniforme, l'assurance du pain quotidien et la perspective de pillages fructueux. Bon psychologue, il comprit qu'à ces troupes nouvelles, il fallait donner un signe de ralliement nouveau. À la botte de foin portée au bout d'une pique, qui servait depuis les anciens âges d'enseigne militaire et qui ne pouvait parler à l'imagination des nouvelles générations, il substitua l'aigle, comme Hitler a inventé la croix gammée. Puis son armée, équipée, entraînée, et ne reconnaissant d'autre autorité que la sienne, il mit à la voile pour l'Afrique afin de régler définitivement le compte de Jugurtha qui avait repris campagne. En moins d'une année, le roi de Numidie fut capturé, son pays pacifié, et Marius devint l'idole des Romains. Mussolini s'inspire, consciemment ou non, de cette histoire lorsqu'il prépare la conquête de l'Éthiopie. La popularité de Marius s'accrut encore lorsqu'il eut défait, près d'Aix-en-Provence, les hordes teutoniques,
et à Vercueil les Cimbres, qui menaçaient Rome. Contre la loi et la coutume, qui exigeaient 10 ans avant qu'un consul pût être élu pour la seconde fois, Marius le fut 5 ans de suite. Le vieux Sénat aristocratique, qui ne l'aimait guère, n'était pas disposé à tolérer plus longtemps cette illégalité. Il vit le danger, mais trop tard. La lutte s'engagea, et le général vainqueur l'emporta et obtint son 6e consulat, grâce à la conclusion d'alliances électorales avec les pires éléments. Dès lors, Marius ne connut plus de mesures. Des lois qui permettaient tous les actes arbitraires furent promulguées, lois de lèse-majesté tellement imprécises dans l'objet comme dans les termes qu'elles permettaient de mettre à mort n'importe qui. Loi agraire, attribuant aux vétérans de l'armée 25 hectares de terre du domaine public. Quand celui-ci fut distribué, on spolia les propriétaires des terres qui plaisaient aux soldats, ce qui n'alla pas sans résistance. Pour maintenir une popularité toujours précaire, on diminua le prix du blé et l'on augmenta les distributions gratuites de vivres que l'on faisait chaque mois aux indigents. Marius, pour renforcer sa position, entreprit d'obtenir que le Sénat sanctionnât son œuvre législative. Il y arriva et aurait sans doute établi définitivement son autorité personnelle quand la fausse manœuvre d'un de ses hommes de main permit aux patriciens de se ressaisir. Le peuple et l'armée qu'il avait imprudemment négligée, habilement travaillée, l'abandonnèrent. Il n'obtint pas son 7e consulat et dut quitter Rome. L'heure de la contre-révolution venait. Marius vit se lever l'étoile de celui qu'il considérait comme son plus redoutable rival, Lucius Cornelius Sylla. Ce jeune aristocrate avait été le propre chef d'état-major de Marius pendant la guerre de Numidie, ce qui l'avait mis en évidence et lui avait permis d'acquérir les sympathies de la troupe. Aussi ambitieux que Marius, mais infiniment plus diplomate, Sylla avait laissé son chef s'engager seul dans la démagogie. Le moment venu, il rompit avec lui et se présenta au Sénat comme le champion des classes patriciennes que Marius s'efforçait d'exterminer. Il devint rapidement le chef du parti sénatorial. Lorsque les Italiotes, révoltés contre Rome, décidèrent de s'en emparer, ce fut Sylla qui reçut le commandement de l'armée de défense. Au cours d'une guerre atroce, il réduisit les révoltés et sauva la ville qu'il éleva en récompense au consulat. Marius, rentré à Rome, se déchaîna contre lui et multiplia les intrigues pour recevoir le commandement de l'armée que l'on envoyait combattre contre Mithridate, roi du Pont, contrée au trésor fabuleux. Le Sénat s'empressa de nommer Sylla. Ce que voyant, Marius lâcha la bride à l'émeute et fit casser par un vote du peuple le décret du Sénat. Sylla n'hésita pas et ordonna à son armée déjà réunie de marcher sur Rome. La décision était grosse de conséquences, car une loi formelle et jamais encore transgressée interdisait l'entrée de la ville à une troupe armée. Les légions hésitaient. Sylla comprit que s'il faiblissait, il était perdu. Il entraîna ses soldats par l'espoir du pillage et obtint qu'ils livrassent bataille aux soldats de Marius. Ceux-ci furent vaincus. Et le vieux général démagogue contraint, une fois encore, à s'expatrier en Afrique. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.